c'est très progressivement, très lentement que j'ai fini par comprendre que l'écriture chez moi était subordonnée à un besoin de connaissance. Donc connaissance de celui que j'étais. Mais le besoin de se connaître va de pair, me semble-t-il, avec le besoin de se transformer. Et donc là, j'avais à éliminer une personnalité de surface que j'avais reçue de toutes ces années d'école. Donc, j'ai dû déjà me livrer à un certain travail, je dirais, d'élimination, de destruction, qui n'était pas facile. Et après, je partais encore à la découverte de celui que j'étais, mais que je ne connaissais pas. Et curieusement, on peut dire que être soi-même ne va pas de soi. Être soi-même ne nous est pas donné. On a à partir à la découverte de soi et à s'engendrer. On est né physiquement et on a à naître spirituellement. Bonsoir et bienvenue à vous toutes et tous qui avez décidé de faire halte aujourd'hui à la Maison de la Poésie pour rendre hommage à Charles Julier, qui nous a quittés au cœur de l'été dans sa 90e année. C'est par un beau jour d'été qu'enfant, il avait appris l'existence de sa vraie mère en même temps que sa mort. Cette saison des chaleurs écrasantes, il ne l'avait dès lors plus jamais aimée, tant elle lui rappelait cette absente qu'il chercha si longtemps et à qui il parvint à rendre une existence par la force de ses mots. Nous sommes dans les derniers jours de l'automne. Et l'automne était au contraire la saison préférée de Charles, celle des moissons, des fruits tardifs, des nuits de veille dans les étables pour aider au vélage des vaches, la saison des lumières délicates, d'autant plus précieuses que les jours raccourcissent. Tout cela signifiait beaucoup pour l'ancien petit paysan qu'il fut, mais aussi pour l'écrivain qu'il devint, publiant tardivement, accédant encore plus tardivement à la notoriété, au terme d'un long travail d'élucidation intérieure, celui auquel il vient de faire référence dans cet extrait du documentaire de Rodolphe Bary, intitulé « Libre le chemin ». La petite communauté que nous formons ce soir autour de lui, j'en ai la profonde conviction, n'est pas seulement l'agrégat d'individus ayant porté un intérêt, aussi soutenu soit-il, à un écrivain. Les lectrices et les lecteurs de Charles Julier ont souvent noué avec l'œuvre et son auteur un lien unique. Ils n'ont pas seulement lu, ils ont accompli, à travers son journal, ses récits, ses poèmes, ses entretiens avec d'autres artistes, ils ont accompli un itinéraire pour eux-mêmes, en eux-mêmes, qui presque toujours les a transformés. Les lectrices et les lecteurs de Charles Julier, pour avoir vécu cette expérience, pour avoir reçu les soins de cette écriture, se reconnaissent entre eux. Et nous voilà ce soir, venus de Lyon ou de Bordeaux, de Dunkerque ou de Troyes, de Paris et d'ailleurs, pour entendre ces mots, ensemble. Pour un certain nombre d'entre nous, il fut un ami, un guide, un compagnon inspirant et parfois même plus que cela. Toujours, il a prêté profonde attention aux êtres, davantage encore lorsqu'ils lui étaient inconnus. À tous ceux qui, à la recherche d'eux-mêmes, se battaient avec les mots et venaient à lui, il a offert écoute, conseil et encouragement. Jamais en maître, le plus souvent à peu de mots, entre deux silences qu'il nous apprenait à ne pas redouter, et avec cette expression du visage qui disait à elle seule toute l'humilité de sa démarche et laissait entrevoir sa vérité. Cet homme-là ne trichait pas. Sa profonde connaissance de la vie et de ses souffrances
n'ont jamais entamé sa curiosité ni sa candeur. Que la joie discrète à laquelle il était parvenu, cette gravité légère qui l'avait conduit au sentiment de gratitude, que cette joie soit avec nous ce soir. Nous aurons l'occasion au cours de la soirée d'écouter Fabienne Verdier, Rodolphe Barry, Frédéric Boyer et François Bunel nous parler de Charles. Je les remercie chaleureusement d'avoir répondu présent. Je voudrais associer à cette soirée hommage le souvenir de ML, l'épouse de Charles, partie quelques années avant lui et sur qui il aura veillé jusqu'au bout. Je vous propose maintenant d'accueillir Anne de Boissy pour une première lecture d'extrait du journal de Charles Julier, qui compte à ce jour 10 tomes. Journal 1, Ténèbres en terre froide. 29 septembre 1957. Je marche. Je suis certain d'avoir tout raté, d'être un médiocre promis un jour à une minable déchéance. Seule pensée qui me donne un peu d'apaisement, celle du suicide qui vient pourtant tout aggraver. J'envisage avec calme cette ultime défaite, règle mentalement tous les détails matériels de l'acte et, afin qu'au dernier moment rien ne me surprenne, ne vienne m'ôter la force nécessaire, j'imagine quels seront mes sentiments à l'ultime seconde. Cet extraordinaire besoin de vivre qui m'assaillira alors et qu'il faudra avoir le courage de réprimer. Je songe aussi aux autres, à ceux qui m'aiment. Mais je me sens déjà si loin, tout est si opaque, je m'enlise, je vais crier de désarroi, et soudain, ma tension se fait douloureuse, ma respiration s'accélère, mais quelque chose cède en moi, et ma crispation se relâche. Une sorte d'apaisement survient, je m'arrête de marcher, lève la tête, découvre le ciel, les maisons, perçois la ville autour de moi. Je vis quelques minutes d'ineffable étonnement et un court instant, je reprends pied en moi-même. Je me raisonne, essaie de ne plus dramatiser. Mais l'errance reprend et tout me submerge à nouveau. Journal 2. Traversée de nuit. 20 novembre 1965. Avant, j'étais révoltée de ce que la vie intérieure et l'accès au tréfonds ne soient pas à la disposition de notre volonté. Je ne me rendais pas compte que je voulais domestiquer la vie, en faire ma possession, en jouir à mon gré. Dans la mesure où je me soumets, je la retrouve, la libère. Il y a l'être intérieur, magma, profondeurs inextricables, noyaux sauvages, rebelles à toute domestication. Et il y a l'être social, produit presque en totalité conventionnel, façonné par les impératifs de la vie en collectivité et qui ne laisse paraître du magma qu'une écorce lisse et artificieuse. Je découvre que beaucoup de souffrances et de faux problèmes viennent de ce que tant d'êtres humains ne vivent, n'appréhendent leur être intérieur qu'à travers cet être social, que la société stéréotype, qu'à travers les critères, valeurs, slogans qui lui sont attachés. Si un être veut pouvoir se vivre pleinement, se connaître, prêter attention à la voix, il lui faut farouchement refuser de se laisser incarcérer dans l'être social. Quand on écrit en s'imposant de déférer à l'authentique, il n'est plus possible de croire aux mots. Journal 3. Lueur après labour. 6 décembre 1975. J'ai le sentiment que je ne fais que commencer à écrire. Dans les premières années du journal, un instinct assez sûr me guidait vers le vrai, et pourtant,
Je ne comprenais qu'une part infime de ce qui m'était advenu. Je ne pouvais entr'ouvrir le voile, et mes notes étaient sèches, crispées, sommaires. Maintenant que je vois mieux et plus loin, que mon œil enveloppe et pénètre un plus vaste espace, je réalise que je n'avais su qu'émettre des balbutiements. Il m'appartient désormais de creuser davantage et aussi de chercher à inscrire dans ma phrase ce dont elle procède. Il semblerait que la chose doive s'effectuer d'elle-même, mais ce n'est pas si certain. Écrire est toujours pour moi effort, conquête, vigilant souci de tenter de réduire la différence résidant entre ce que je voudrais dire et ce que je suis capable de formuler. En outre, il est ardu de veiller à ne pas défigurer le sans-visage. 12 septembre 1981, Arles. Je m'apprête à écrire. Je descends en moi, me concentre, dérive. Quelque chose palpite, commence à prendre forme, à éveiller cette voix qui naît de mon silence, mais je suis si bien dans cet état de passivité que j'ai le plus grand mal à m'en extirper pour tracer les premiers mots. Plutôt qu'extirper, je devrais d'ailleurs dire arracher, car c'est bien d'un arrachement dont il s'agit. Et parfois, cet arrachement, je n'ai pas l'énergie de l'endurer. Je reste alors 3 à 4 heures immergée, incapable de coucher sur le papier ces bribes que me dicte la voix. Journal 4, accueil, 5 novembre 1983. Cet instant bouleversant à Farges, quand Roger W., un inconnu, me prend à part et me parle tout à trac de sa souffrance de vivre. Je ne vous ai posé aucune question, mais tout ce que vous avez dit, et vous n'allez peut-être pas me croire, c'est exactement ce que je pense. Je n'ai pas fait d'études, je ne sais pas m'exprimer, mais si je savais, c'est exactement ce que j'aurais dit. Une vraie confession. D'une 12aine d'années plus vieux que moi, ancien champion de moto, marié, petits-enfants, il parle par image, d'une manière poétique. Il souffre d'avoir une intense vie intérieure et de ne trouver personne à qui parler. Un jour, il est allé voir un médecin pour lui demander s'il n'était pas anormal de penser ce qu'il pense. Or, ce qu'il pense, ce n'est rien d'autre que ce que peut penser un être qui a rejoint son centre et n'est plus dominé par son ego. Moi aussi, tout comme lui, j'ai vécu pendant des années dans la crainte d'être anormal. Ce que je pensais ne rejoignait jamais ce qu'on pensait autour de moi. Si eux ont raison, me disais-je, j'ai nécessairement tort. Je me forçais donc à penser contre moi, d'où malaise, confusion. Jusqu'à ce qu'en des instants très brefs de fulgurante intuition, j'en vienne à admettre que j'avais une juste perception des choses. Mais alors je me sentais seule. Et c'était lourd. 22 février 1984. Parler vrai. Écrire vrai. Dans ce monde où en tant de domaines de plus en plus règne le mensonge, nous avons un vital besoin de mots qui ne mentent pas. Mais percevoir juste, éprouver juste, penser juste, écrire juste, ce sont là les étapes au cours desquelles le vrai peut s'estomper, se gauchir, s'effriter et au bout du compte se dégrader jusqu'à n'être qu'un ersatz. Nécessité d'être vigilant, de veiller à être d'une fidélité absolue à mes perceptions. Journal 5. L'autre fin. 5 janvier 1989. Plusieurs causes à cette solitude qui accompagne l'aventure de la quête de soi. Tout commence par un travail de sape
qui fait vaciller, d'où crise, désarroi, détresse. N'ayant pas la compréhension de ce qui se passe, on ne peut rien en dire. Solitude. Une hypersensibilité à l'inauthentique, à tout ce que notre société peut avoir de factice, de mensonger, de superficiel. Si loin sont vos semblables. Solitude. Des choses ignorées et douloureuses viennent au jour. Une histoire qui pour un temps vous enferme dans votre différence. Solitude. L'impossibilité de faire cesser ce qui ronge, l'épuisement, la peur de sombrer, de basculer dans la folie. Solitude. Une solitude qui vous contraint de conclure que vous vous égarez, qu'il vous faut rebrousser chemin, qu'il est exclu que vous soyez dans le vrai si vous êtes seul à penser ce que vous pensez. Bien sûr, d'autres personnes ailleurs sont engagées dans la même voie, mais vous n'en savez rien. Ma solitude, elle a curieusement pris fin il y a plusieurs années quand j'ai découvert l'œuvre de Zhuangzi. Dans les textes qu'il a laissés, j'ai retrouvé maintes choses que j'avais pensées ou écrites, et j'ai alors compris que si j'étais en accord sur l'essentiel avec un philosophe qui a vécu il y a 24 siècles, dans une toute autre société, une toute autre culture, il n'était pas possible que je me sois fourvoyée. Journal 6. Lumière d'automne. 28 août 1993. Il y a une trentaine d'années, quand j'ai lu de Mémoires indiennes, j'ai été fortement ébranlée et me suis découvert proche de ce Sioux, qui, au cours d'une vie mouvementée, n'a cessé de poursuivre la connaissance. Certes, je ne suis pas devenue comme lui, voyant guérisseur, mais au long de ces pages, je me suis sentie en étroite connivence avec ce qu'il disait, notamment dans ce passage. Quand on me voit dans ma chemise raccommodée et usée, avec mes bottes de cow-boy aux semelles éculées, quand on découvre ma cabane avec son appentis malodorant que je nomme ma maison, on ne peut pas dire qu'on se trouve à l'évidence devant l'idée que l'homme blanc se fait d'un saint homme. Vous m'avez vu saoul et dans la dèche, vous m'avez entendu jurer et raconter des gaudrioles, vous savez que je ne suis pas meilleur ou plus sage que les autres. Mais j'ai gravi la cime. J'ai connu ma vision et le pouvoir m'a été donné. Le reste n'est que fioriture. Cette vision ne me quitte jamais, ni en prison, ni quand je peins des écritures bizarres pour la publicité d'une blanchisserie, ni au saloon, ni quand je suis avec une femme, surtout pas à ce moment-là. Bien qu'aucun pouvoir ne m'ait été accordé, ces mots, pour l'essentiel, je peux me les appliquer. La vision qui ne le quitte jamais, c'est en moi ce regard, qu'il soit dirigé sur ma réalité interne ou sur le monde extérieur. Ce regard qui ne cesse d'observer ce qui le sollicite, d'élucider ce qui l'absorbe, de discerner si ce qu'il a à évaluer est de l'ordre du moi ou de l'ordre du soi. Un regard acéré, intraitable, mais lourd de compassion. Tout comme ce Sioux des grandes plaines, je ne suis ni meilleur ni plus sage que mes semblables, mais je peux dire sans élever la voix que moi aussi, j'ai gravi la cime. Cette cime, j'ai mis une vingtaine d'années à l'atteindre, et je l'ai atteinte quand j'ai vécu une radicale mutation. D'ailleurs, cette cime, je la situerai non au faîte d'une montagne, mais plutôt au fond d'un ravin, d'un gouffre. Au terme de la descente aux enfers, à l'extrême du dépouillement, de la dénudation, là où il est exigé de consentir à n'être rien, à entrer dans la mort. Que de crises et de tourments ai-je eu à surmonter pour me défaire de mon enfance, pour détrôner le moi. Il ne cesse de renaître, mais je peux le démasquer et le combattre. La haine de soi, la honte de soi, la honte de vivre ont fini par disparaître. Clarifié, unifié, devenu simple, j'ai enfin compris qu'il ne s'agit plus que d'aimer.
Journal 7, apaisement, 24 octobre 1999. X vient de passer 9 mois en prison. Il a eu pour compagnon de cellule un jeune de 17 ans qui avait asséné 10 coups de couteau à son père et l'avait achevé d'un coup de fusil de chasse. Un pauvre garçon jamais aimé et qui n'est qu'un bloc de souffrance, le moindre mot ou geste d'amitié l'affole. Un dentiste qui avait une situation florissante et qui avait abusé d'une adolescente de 14 ans. Un braqueur, un dur à la tête de tueur. X s'est battu avec lui et lui a cassé le nez. Comme les bagarres sont punies par des jours de mitard, cet homme a dû dire qu'il était tombé de sa couchette en dormant. J'avais envoyé à X un livre de Krishnamurti. Le soir, il en avait lu des passages à ses 3 codétenus et le débat sur la violence et le non-recours à la violence s'était aussitôt engagé. Il avait duré jusqu'au petit matin. À la fin, les 3 étaient éberlués par tout ce qu'ils avaient appris sur eux-mêmes au cours de cette tumultueuse discussion. Conséquence immédiate, à l'issue de cette nuit, X et le braqueur n'étaient plus à couteau tiré, et même, ils avaient commencé à sympathiser. Journal 8, au pays du long nuage blanc, 14 août 2003. On noue avec certains écrivains des amitiés fortes. Des amitiés qui nous accompagnent pendant de nombreuses années, voire pendant toute notre existence. On les a découverts à un moment où on avait besoin d'entendre ce qu'ils pouvaient nous dire. Parfois, alors qu'on les lisait, certaines de leurs phrases se sont gravées en nous, et ces phrases nous servent d'appui, orientent notre réflexion, nous guident, alimentent notre vie intérieure. Ces hommes et ces femmes qu'on ne connaîtra jamais, puisque bien souvent ils ne sont plus de ce monde, on les aime tout autant que des êtres qui nous sont chers. Ils vivent en nous, dans notre part la plus intime, et il arrive fréquemment que nous nous entretenions avec eux. Pour moi, Catherine Mansfield est de cela. Journal 9, gratitude, 13 août 2005. Je viens de relire L'enfant hérétique de Gérard Bessières, ouvrage qu'il m'avait envoyé et que j'ai lu en novembre de l'année dernière. Tous ces livres me touchent au plus profond. Et c'est pourquoi je n'ai pas su écrire une note après ma première lecture. Chaque fois qu'un livre m'empoigne, l'ébranlement que j'en reçois est trop fort et il désorganise la pensée. Seule une écriture bégayante pourrait rendre compte de l'état dans lequel je suis. Je le laisse parler. Tous mes voyages furent des voyages en humanité. Tous furent des rencontres de visages. J'ai toujours eu le même compagnon. La rencontre de ce compagnon invisible est peut-être le véritable voyage. C'est lui que je cherche sur tous mes itinéraires. Ce compagnon, c'est Jésus. On a dit qu'il était mort, c'est vrai. Mais le naufrage des idées, des formules, des images le rend à lui-même. Dans une société cloisonnée, il allait vers les pauvres, les malades, les méprisés et les exclus. Il faisait tomber les barrières que dressent l'argent, les préjugés, la suffisance des puissants. Gérard Bessières est un érudit, mais aussi un poète. Sa sensibilité affleure en chacune de ses phrases. Ce livre m'a aidé à prendre une vision claire de ce sage galiléen qui voulait éveiller chacun à lui-même. Les ouvrages de Gérard Bessières reposent sur un socle solide. Ils ont été longuement médités, sont remarquablement écrits. Mais un livre comme L'enfant hérétique risque de n'avoir pas les lecteurs qu'il mérite. Il y a 25 siècles, Zhuang Tzu déplorait déjà que les paroles suprêmes ne peuvent se faire entendre car les paroles vulgaires l'emportent. Journal 10.
le jour baisse. 15 avril 2011. Quelle année était-ce? J'avais déjà enfilé ma veste. Je devais me rendre à la bibliothèque de la Pardieu pour écouter une conférence. Comme j'ouvrais la porte, les premiers mots de Lambeau ont surgi en moi. J'ai su aussitôt qu'il me fallait rejoindre ma table, les noter et me mettre à écrire. Or, je n'avais pas du tout le projet d'enfanter ce récit. Il s'est imposé à moi, sans s'être annoncé. Je vais demander à Frédéric Boyer de nous rejoindre sur scène, et le temps que Frédéric monte les quelques marches qui le séparent de la scène, eh bien je vais évidemment, cher Frédéric, vous présenter. Vous êtes traducteur, notamment de Saint-Augustin, de Shakespeare, et vous avez notamment dirigé la traduction de la Nouvelle Bible Bayard, publiée en 2001. Vous êtes aussi écrivain. Votre dernier ouvrage est paru il y a 2 mois aux éditions Gallimard et s'intitule « Si petite ». Vous êtes enfin le directeur des éditions POL, et c'est à ce titre que vous nous rejoignez sur scène. Les éditions POL, fondées par Paul Oczakowski-Lawrence, disparu accidentellement en 2018, dont nous saluons ce soir la mémoire. C'est au sein de cette maison d'édition qu'a été publiée la plupart des ouvrages de Charles Julier, et notamment ce journal en 10 tomes dont nous venons d'entendre de nombreux extraits. Frédéric, pour l'éditeur et l'écrivain que vous êtes, quel regard posez-vous sur cette incroyable entreprise qu'est le journal de Charles Julier ? Bonsoir d'abord. On appelle ça journal, et c'est un journal, hein, c'est pas, on va pas, mais on l'a entendu là dans les extraits qui ont été lus. C'est une entreprise qui n'a pas tellement de parallèles et de comparaisons finalement. Alors dans tous les journaux d'écrivains, dans certains journaux d'écrivains, bizarrement je pense surtout à Kafka, il y a cette intensité que l'on va retrouver chez Charles, effectivement, de confronter son existence à cette chose, finalement, qui est difficilement définissable, qui est le désir d'écrire, qui est quelque chose... D'abord, parce que je voudrais dire 2 choses. D'abord que, dans ce journal, on l'a entendu, on découvre un écrivain, et un écrivain qui a une grande force, et moi je voudrais débarrasser, entre guillemets, un peu Charles de certaines, peut-être trop grandes douceurs qu'on lui accorde. L'écriture, chez Charles, c'est un travail presque cruel, c'est un travail à la fois d'une méditation, mais avec l'exigence de cette méditation qui conduit à des remises en question, on a entendu, qui sont vertigineuses, hein, et il y a une force, une violence, hein, dans l'écriture de Charles. J'avais prévu, je ne sais pas si je vais le faire, mais je pense que je vais le faire. Non, mais de lire parce que je crois qu'on lira pas beaucoup Lambeau, non, je ne sais pas, c'est même... On entendra un extrait à la fin. Ah oui, un extrait. Ouais. Mais je vais vous lire la fin de la première partie de Lambeau. Et vous allez voir... Non, mais et puis je vais revenir à la question du journal. Vous allez voir que... Donc, dans la première partie, il évoque, il s'adresse, puisque l'énonciation est à la 2e personne, il s'adresse donc à sa mère biologique. Et vous allez voir la force d'un texte comme ça, qui est... et je pense que la violence presque du texte et la rigueur du texte, de son énonciation, dit le travail qu'il a accompli sur lui-même, d'abord pour parvenir à écrire ça, et tout le journal témoigne de ça. Tout le journal, c'est cette espèce de chantier personnel, subjectif, qui va finalement lui permettre d'écrire un texte comme ça. Hein. C'est ça qui est en jeu. Alors il s'adresse à cette femme qui se retrouve pendant la guerre dans un hôpital. Ce matin-là, tu es autorisé à te rendre dans une petite cour pour y jeter des détritus. 2 hommes du pavillon voisin sont occupés à peindre des barreaux.
En passant derrière eux, tu te saisis d'un pot de peinture et te précipites à l'intérieur du bâtiment. Tu roules en boule un morceau de papier resté au fond du panier, tu le plonges dans le pot de peinture et, cédant à une furieuse impulsion, tu écris avec rage sur un mur, sur la porte des surveillantes, du médecin, en grandes lettres noires dégoulinantes, ces mots qui depuis des jours te déchirent la tête. Je crève, parlez-moi, parlez-moi. Si vous trouviez les mots dont j'ai besoin, vous me délivreriez de ce qui m'étouffe. Tes mains, ta robe, tu ne peux nier. Il te donne des chiffons, du savon, de l'eau et t'ordonne de faire disparaître ce qu'il nomme des barbouillages. Au lieu de les effacer, tu t'appliques à délayer la peinture et à l'étendre le plus possible. La sanction est immédiate. 10 jours de cellule, 10 jours sans revoir le jour. Une paillasse, ta nourriture non pas servie dans une gamelle, mais jetée à même le sol. Quand tu es de retour parmi les chroniques, les autres, hein, tu es brisé. Sur ces entrefaites, la guerre a éclaté. Antoine espace ses visites et l'idée de te faire sortir est abandonnée. Une guerre éclaire et la France ne tarde pas à sentir peser sur elle la botte de l'occupant. Très vite, celui-ci met en place la politique qui va viser à éliminer ceux qui, selon lui, appartiennent à une sous-humanité. Dans cet hôpital où tu te trouves, la mortalité augmente. Chaque matin, en ouvrant les portes, les surveillantes ont un mouvement de recul. Les salles sentent le cadavre. Et un de ces matins-là, un jour de juillet, tu viens d'avoir 38 ans, on constate ton décès, tu es morte de faim. Voilà, je voulais lire ça parce que c'est un texte qui donne peut-être, pour faire sentir la violence intérieure et qui justifie tout ce qu'on a entendu là sur le journal, de se lancer dans un travail d'élucidation de soi, mais qui n'est pas un travail, ni seulement intellectuel, ni même seulement spirituel, qui est un travail qui va finalement aboutir à un dévoilement et qui est un peu, dont je fais entendre un peu l'écho avec ces pages de Lambeau. C'est-à-dire, il y a une violence, il y a une injustice, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension et qui touche même à l'histoire du monde, puisque là, à l'histoire, à son histoire personnelle, intime, avec ses deux mères et avec je pense qu'on ne comprend pas Charles si on ne comprend pas cette violence qui est à l'œuvre dans l'écriture de ce journal et qu'effectivement, progressivement, le journal tente d'approcher quelque chose qui est de l'ordre d'un apaisement, voilà, comme il le dit, et où il cerne. Et cet apaisement, il le rencontre autour des autres, à travers des lectures. On l'a vu, c'est assez touchant. Hein, il parle du retournement du regard. Hein, c'est-à-dire que ce regard qui le découpait intérieurement, hein, il parle beaucoup, il associe souvent d'ailleurs l'œil et la lame. Oui. Et tout à coup, ça se retourne et ça s'adoucit. On est dans l'altérité, on est dans une autre relation au monde. Mais c'est parce qu'il en est passé par là d'abord que ça devient possible ensuite. Oui, mais même, oui, c'est vrai, c'est ce qui se passe, mais c'est aussi tout ce travail-là le conduit à écrire Lambeau, voilà, aussi, voilà, c'est-à-dire le conduit aussi à exprimer cette espèce, dans l'écriture, ce qui n'est pas facile, d'essayer d'exprimer avec cette simplicité-là qui est tranchante et qui est très émouvante en même temps, la violence qu'il a voulu, voilà, mettre sur la table en quelque sorte. Voilà. C'est très impressionnant. Voilà. Et moi, à chaque fois que je le rencontrais, j'étais assez impressionné. C'est quelqu'un qui avait une intensité et une gentillesse, en même temps une bonté, mais en même temps qu'il avait une intensité, il avait un regard extrêmement perçant. Et par moi, il voulait toujours savoir pourquoi Saint-Augustin avait écrit les Confessions. Il disait, alors, il pensait que j'allais lui révéler ça. Bon, c'était... je crois qu'hélas... Mais voilà, il me disait, mais s'il a fait le chemin qu'il dit avoir fait, pourquoi a-t-il abouti à Dieu? Voilà, c'était ça son... Alors, il voulait comprendre ce qu'il y avait derrière ce chemin qui conduisait à une conversion. Puisque lui-même, effectivement... invente d'une certaine façon un chemin de conversion, oui. Mais ce qui est très beau, c'est que cette conversion, voilà, ça n'est pas une foi, ça n'est pas une... et c'est quelque chose qui traverse toute son œuvre. Même là, j'entendais parler de Gérard Bessières, que j'ai connu moi aussi, qui était un bibliste. Mais, donc il était fasciné par tout ça, mais lui-même, son chemin de conversion aboutit à autre chose, et à quelque chose qui était finalement à la fois plus indiscernable, plus intime,
est plus presque, je dirais, probablement plus universel, enfin si on veut bien risquer ça. Et alors, Charles Julier, dans toute l'unicité de sa démarche de vie et de sa démarche d'écrivain, vous auriez envie de le ranger à côté de qui dans votre bibliothèque ? D'abord, ma bibliothèque est très mal rangée. Donc, non, mais je pense qu'il est... Et c'est aussi pour ça qu'il a touché, qu'il a fait, et que c'est une œuvre originale et à part. Hein. Il est... en tout cas, au XXe siècle, et au début du XXe siècle, il était un peu à part. Hein, par ses poèmes, il est longtemps resté aussi, d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait. Alors, par sa poésie, mais aussi par cette démarche, parce que il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de journaux d'écrivains, pardon, auxquels on peut penser, mais finalement, vous m'avez posé la question tout à l'heure. J'ai du mal à le comparer. La seule chose qui me vient spontanément, c'est Kafka. Bon, c'est un peu peut-être comparaison n'est pas raison, mais il y a quelque chose dans l'écriture de Charles qui fait penser parfois à l'intensité qu'il y a dans le journal de Kafka. D'abord parce que le journal de Kafka aussi passe par des histoires et des rencontres, des fables. Et il y a aussi ça. Charles était capable d'écrire un conte, un poème, d'écrire une petite rencontre fugitive, de donner ses pensées. Et il y a ça aussi dans le journal de ce qui fait la force du journal de Kafka. Mais il y a aussi l'idée que on cherche un salut, voilà, et qu'on n'arrive pas à définir ce salut, et que le salut est défini par le chemin, ça, un peu, si on veut bien, en tout cas par la démarche de l'écriture. Mais moi, je me méfierais à trop aller tout de suite dire que Charles a atteint dans l'écriture, la personne de Charles, je ne sais pas, mais en tout cas que dans l'écriture, Charles a atteint tout de suite va vers la réconciliation et l'apaisement. Je pense qu'au contraire, il était jusqu'au bout, il a été hanté par quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension de soi, de la surprise du monde, et de la place, justement, de la surprise du monde, de la place qu'on occupe dans le monde, qui est une place... Le texte qui a été lu là, dans le premier journal sur le suicide est très, presque gênant, quoi. Et effectivement, je pense que ça ne s'est pas forcément adouci, ça. On est plutôt dans l'art d'un apprivoisement de la violence, d'un apprivoisement de la question, de l'incompréhension. Et la grande douceur qu'il y a mise progressivement, c'est quelque chose de l'ordre de la domestication de soi, quoi. C'est quand même quelque chose de... Et ça, c'est assez rare. On peut penser à des journaux, alors pour le coup spirituels, puisque ce qu'il dit au début, là, ce qu'on a entendu dans le film, qui est très fort, où il reprend un schéma spirituel, hein, qui est très important, hein, de la deuxième naissance. Hein. Il y a une naissance physique, naturelle, et il y a une naissance psychique, il y a une naissance spirituelle. Et chaque être est censé essayer d'accoucher de soi une deuxième fois, en quelque sorte. Hein. Mais c'est bon, alors, c'est quelque chose de très évangélique, c'est dans l'évangile de Jean, hein, tu naîtras deux fois. Et la deuxième fois, c'est aussi naître d'en haut. Il y a un jeu de mots grec, hein, sur deuxième fois et en haut, c'est un peu le même mot. Voilà, donc il reprend ça, effectivement, à son compte. Mais cette deuxième naissance, elle est, voilà, il faut c'est un peu ce qu'il poursuit dans son journal, et c'est ce qui fait que son journal est un peu inclassable. Voilà, hein. Et puis il a commencé comme ça dans la littérature, hein. Les premiers textes publiés, c'est des poèmes et le journal. Il est allé progressivement après vers des récits, des textes sur des peintres, mais le journal, ça a été son travail à lui, personnel, tout de suite, de combat, justement pour gagner, pour devenir un sujet écrivant, quoi. Voilà, c'est quelque chose de... Et ça, c'est assez rare. Hein, donc, je ne sais pas trop comme je le classerais, mais je le classerais entre peut-être une bibliothèque spirituelle et puis des auteurs comme ça, comme Kafka, parce qu'il y a aussi une solitude dans le journal de Kafka qui est très impressionnante. Alors chez Charles, ça va pas aussi avec une telle intensité, mais il y a dans l'écriture de Charles l'expression d'une solitude parfois désemparante.
Merci Frédéric Boyer. Avant de vous quitter, pouvez-vous nous dire s'il y a des inédits qui ne sont pas encore publiés de Charles ? Alors, d'abord, il y a le 11e tome de son journal sur lequel il travaillait ces dernières années. Alors, on est en train de travailler pour probablement à la fin de l'année prochaine publier. Alors, ça ne sera pas ce que lui avait en ça sera pas. C'était des notes et des textes classés, mais pas encore tout à fait ordonnés et incomplets. Mais on est en train d'essayer de mettre ça au propre et on publiera donc les éléments, des fragments de son 11e tome. Et puis il y a quelques textes qui n'ont pas été publiés. Moi, il m'avait confié 2 textes qui n'ont pas été publiés, et d'autres qui ont pu être publiés, mais que peut-être on voudra rassembler. Enfin, il y a un travail devant nous là, effectivement. Merci beaucoup Frédéric. Je vous propose maintenant d'entendre une deuxième lecture d'Anne de Boissy. Il s'agit d'extraits de L'Inattendu. L'Inattendu qui évoque, c'est un ensemble de souvenirs ressurgis de l'enfance paysanne de Charles Julier. Lorsqu'il est seul, loin du village, et qu'il voit apparaître quelqu'un qui vient à sa rencontre. Lorsqu'il reste des heures à garder ses vaches dans ce pré éloigné et entouré de bois. Lorsqu'il doit monter dans la grange pour pousser du foin dans les trappes. Lorsqu'il part au petit matin dans le brouillard derrière ses vaches et que son regard n'est plus à même de tenir en respect les menaces qui le cernent. Lorsqu'il doit s'enfoncer dans la nuit pour porter un bidon de lait. Lorsque les matins d'hiver, le jour n'étant pas encore levé, il pénètre dans l'église vide, silencieuse, glaciale et mal éclairée, où les pas résonnent, signalant sa présence à cet homme tapi dans l'ombre et venu ici pour l'enlever. Lorsqu'il descend à la cave pour en remonter du vin, des pommes de terre ou des betteraves. Lorsque, à l'écart du village, il est contraint d'emprunter ce chemin bordé d'un côté par un haut mur ruisselant d'eau et de l'autre par une vaste maison aux murs aveugles, troué à hauteur d'homme par la bouche noire d'un large soupirail d'où pourrait surgir il ne sait trop quel monstre qui se jetterait immédiatement sur lui. Lorsque les soirs d'hiver, il lui faut sortir pour se rendre à l'écurie ou aller chercher du bois dans la remise ouverte à tout vent, noire de la plus opaque des ténèbres. Lorsqu'il croise ce vieil et immense Italien, au visage émacié et mal rasé, coiffé d'un ample béret noir posé à l'horizontale sur sa tête, vêtu d'une capote dépenaillée, les jambes prises dans des bandes moltières, ayant à la main un grand et lourd bâton dont il frappe le sol au rythme de sa marche, lorsque cet homme, qui est toujours en train de chantonner, lui dit bonjour d'une voix rocailleuse, s'adresse à lui dans un parler incompréhensible, lui passe la main dans les cheveux pour dissimuler qu'il est sans doute un voleur d'enfants. Lorsque ce vieux monsieur, qui a perdu un bras et un avant-bras à la guerre, et que l'enfant entoure de prévenance dans la crainte qu'il ne remarque combien ce petit garçon appréhende de le rencontrer. Lorsque cet homme, pour le remercier d'avoir telle ou telle attention à son égard, lui frotte la tête de sa main rigide, gantée de cuir noir et qui émet de légers et sinistres grincements. L'enfant est proie d'une peur qui le suffoque, le ravage, le laisse anéanti. Une fois de plus, une fois encore, c'est une journée torride. Pourtant, il faut sortir les vaches et les mener paître. Ce jour-là, avant de partir, l'enfant entre dans ce réduit où se trouve l'évier. Il appréhende d'y pénétrer car il est sombre et lui paraît peuplé de présences invisibles et menaçantes. Il plonge un verre dans l'arrosoir, le retire, commence à boire. L'eau est tiède, fade et ne rafraîchit pas. Sa mère le rejoint,
lui prend le bras et, avec douceur, en cherchant ses mots, lui apprend qu'il a une autre mère, une mère qui est sa vraie mère, que cette mère vient de mourir. 2 jours plus tard, dans un village de montagne, il assiste aux obsèques. Avec son costume et ses chaussures empruntées, il se sent tout bizarre et ne sait comment se tenir. Cet homme qui pose sa main sur sa tête, c'est son père. Ses enfants plus grands que lui, vers lesquels on le pousse pour qu'il les embrasse, ce sont sa sœur et ses 2 frères. Son regard fixe et insistant interroge leur visage. Aucun mot ne peut franchir ses lèvres. Toute la journée, il reste bouche close, reclus dans sa stupeur. L'église lui crée une énorme surprise. Elle est toute petite, pauvre, sombre, très différente de celle qu'il connaît. Pendant la messe, il se reproche de ne pas prier. Lorsque le cortège arrive à la hauteur de la batteuse, les hommes coupent le moteur et ils se tiennent immobiles, leur casquette à la main. Suspendue à de grosses cordes, la bière est descendue dans la fosse. Un violent désir le saisit. Arracher le couvercle de ce cercueil et voir son visage, son visage, son visage. Les lentes années s'écoulèrent. L'enfant alla vivre ailleurs, parti sans joie pour une nouvelle vie. Des souvenirs qu'il gardait de cette époque, certains s'effacèrent, d'autres demeurèrent vivaces. Aux heures d'ennui, de solitude, de cafard, le jeu imprévisible et capricieux de la mémoire faisait parfois ressurgir les visites anxieuses et renouvelées qu'il rendait à tel ou tel de ses copains pour le supplier d'aller garder les vaches avec lui. Cet inoubliable dimanche d'été où le fils du marguillier lui avait offert une glace, et c'était la première fois qu'elle en dégustait une. Ce jour où une vipère l'avait attaqué. Elle traversait la route devant lui et il avait voulu la tuer d'un coup de talon, mais il n'avait réussi qu'à la blesser. À plusieurs reprises, elle s'était enroulée sur elle-même, puis détendue comme un ressort, sa langue fourchue jaillissant à quelques centimètres de son visage. Il s'était défendu avec son bâton et avait été long à se remettre de sa frayeur. Ce jour où, seul avec ses vaches, pour tromper son ennui, il avait tant chanté et hurlé qu'il s'était cassé la voix. La trapéziste que les feux des projecteurs avaient fait surgir de la nuit sous le chapiteau à une hauteur impressionnante et dont le corps quasiment nu lui avait causé une vive émotion. La belle petite échelle en bois de frêne, à 5 barreaux, fabriquée par son père, son seul jouet, et qu'il avait retrouvé brisé après la seule visite que lui avait rendue l'un des 2 frères rencontrés lors des obsèques de la mère. Le casse-tête qui se posait à lui chaque matin, quand il ne restait plus au fond de son bol de café au lait qu'un seul des morceaux de pain qu'il avait mis à tremper, et qu'il s'agissait de décider s'il serait pour la chienne ou pour lui. Chaque fois qu'il cédait à son odieux égoïsme, il s'ensuivait un âpre débat de conscience, il remâchait ses remords, ne pouvait chasser de sa pensée le regard suppliant de sa chienne. Ce plaisir indéfinissable qu'il ressentait à être plus intensément avec lui-même, lorsque les denses brouillards d'automne faisaient disparaître et oublier le monde. La joie qu'il avait éprouvée le jour où, faisant le clown sur un vieux vélo, il avait réussi à faire rire le père. Les instants d'indicible bonheur passés au long des ans près de cette mère qui, par son exemple, lui avait tout enseigné et à laquelle, lorsqu'il fut loin, il ne pouvait penser sans en avoir le cœur chaviré.
Alors, je vais maintenant demander à François Bunel de bien vouloir nous rejoindre sur scène. François, vraiment un grand merci de vous être associé à cette soirée. Les présentations ne sont pas vraiment nécessaires. Chacun vous connaît évidemment, notamment à travers l'émission La Grande Librairie, le mercredi soir sur France 5, seule émission littéraire de première partie de soirée, et que vous avez créé en 2008 et animé jusqu'en 2022, avant d'en donner les clés, si je puis dire, à Augustin Trapenard. Vous vous consacrez depuis à d'autres projets, notamment filmiques. François, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je crois que vous avez reçu Charles Juliet à la Grande Librairie à plusieurs reprises et je crois que je ne trahis pas de secret en disant que vous avez pour l'homme et pour son œuvre une affection toute particulière. Qu'est-ce qui vous a touché chez lui ? Bonsoir à toutes. C'est une œuvre unique, c'est une œuvre inclassable. Alors Frédéric Boyer l'a dit, il y a de la rage dedans, mais Anne nous l'a fait entendre, il y a aussi de la douceur parfois. C'est une œuvre qui, je crois, ne laisse aucun type de lecteur indifférent. Alors, il y a ceux qui aiment les journaux, ceux qui aiment l'autobiographie, ceux qui n'aiment que la fiction, ceux qui détestent l'autobiographie, ceux qui détestent la fiction, et tout le monde se retrouve dans les mots de Charles Juliet. Je crois que c'est un des rares écrivains qui a cette capacité à faire que quiconque le lit a le sentiment que l'on parle de lui et reconnaît en l'auteur un frère. Voilà, c'est fraternel, c'est paternel. C'est des mots assez faibles pour parler de ce que peut faire un écrivain. Tout à l'heure, Anne, vous avez lu un texte que je trouve admirable dans lequel il donne la meilleure définition de ce que peut la lecture sur quelqu'un. Dans le journal, les mots dont on sent qu'ils ont été écrits pour nous, que nous ne saurions pas trouver, et qu'un écrivain, par le miracle de la langue, s'est assemblé ensemble. Donc, voilà. Mais plus que tout, ce qui est fascinant, c'est qu'il me semble que chez Charles Juliet, il y avait... J'aurais beaucoup de mal à définir ce qu'il est. Hein. Ça reste un mystère. En même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas savoir la solution, c'est de tourner autour du mystère. Vous savez, on lance une torche dans le gouffre, on n'a pas la réponse, mais enfin, ça éclaire un peu. Juste le temps, précisément, de nous mettre à regarder. Et je trouve que Charles nous confrontait à ça, à regarder vraiment. Qu'est-ce qui est vrai ? Il disait écrire vrai. Mais pour nous, tous, je crois que ça résonnait comme... être vrai, écouter vraiment l'autre, s'écouter véritablement. Cette fascination pour, pas que Saint-Augustin, cher Frédéric Boyer, mais aussi les Tibétains. Il aimait bien reprendre aussi cette expression que je trouvais admirable, le poignard, il faut savoir poignarder l'ego. C'est pas mal ça, il faut savoir poignarder l'ego. Et c'est ce qu'il faisait, et c'est ce qui nous obligeait presque à faire, avec de temps en temps, c'est vrai, une rage, parce qu'il lui arrivait, quand on parlait de l'année de l'éveil ou de Lambeau, tout à coup, la douceur du vieux sage s'effaçait pour laisser percer la rage de l'enfant qu'il était toujours. Ça aussi, c'est des moments vrais, voilà. Or, la télévision est un instrument du faux. Alors j'allais vous poser cette question. C'est-à-dire que non mais c'est vrai. Oui, vous l'avez interviewé plusieurs fois et on pouvait légitimement se poser la question d'interviewer Charles à la télévision. Est-ce que ça allait marcher ? Il n'avait pas peur des silences. Or la radio et la télévision ont peur des silences. Donc racontez-nous un peu ces expériences. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez lâché le mot peur. Je pense que je trouve que Charles Juliet est l'écrivain qui nous apprend à les confronter, à mettre les mots sur ce qui fait peur, à ne pas être comme les enfants. Vous voyez, on dit on a peur du noir. Ah bon, le noir. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le noir ? Demandez à Soulages. Quand Juliet parle de Soulages, c'est brillantissime, c'est extraordinaire. Tout à coup, le noir, il y a des mots pour le définir, et qui sont non pas les mots du critique. Ça n'a aucun intérêt, la critique. Ce qui compte, c'est la vérité, la sincérité. Et la télévision qui est... Alors quand je dis c'est l'instrument du faux, oui, c'est pas par provocation, vous savez, c'est parce que vous voyez bien ce qu'elle est devenue, mais qu'elle a toujours été.
c'est un instrument qui est fait pour abêtir. Mais, est-ce que nous pouvons nous contenter simplement de critiquer? Non. Il faut monter à l'intérieur de l'avion si on veut espérer le détourner. Et c'est un petit peu ça qu'était la Grande Librairie. Et c'est ce que Charles a immédiatement, et avec une fulgurance de scanner, compris. Voilà. Je crois que la première rencontre date de la radio, il y a très longtemps, sur, je ne sais plus, c'était France Inter ou une petite radio. Et il avait compris ça. Il avait compris qu'on ne faisait pas une émission pour meubler, pour mettre dans le tuyau, et ces expressions affreuses. Vous savez, les mêmes en littérature, des livres qui sont publiés, voilà. Bon. Puis tout à coup, il y a les pépites. Ces pépites passent par le silence, par les mots vrais, par l'authenticité, par la recherche de la sincérité. Il y a une expression que j'aime beaucoup chez Charles Juliet qui est « chercheur de vie ». Ça revient souvent dans son journal. Je suis un chercheur de vie. Je me suis souvent demandé ce que ça voulait dire. Et bien, je crois que c'est ça. C'est qu'il arrivait et tout à coup, un ensemble sur lequel il est difficile de mettre des mots était une image. Et il y avait, on a vu tout à l'heure les extraits du documentaire de Rodolphe Bary, on saisit. La télévision a aussi un énorme problème, c'est qu'elle fige. Vous savez, elle vous prend à un moment de votre vie où c'est pas vraiment vous. C'est vous tel que vous êtes à tel âge. Bon. Et là, tout à coup, Charles avait la capacité, par le silence, de renverser tout ça et de dire quelques mots fulgurants qui déchiraient le silence, qui déchiraient aussi les gens qui regardaient. Et je crois qu'on n'a jamais reçu autant, me disait-il aussi, lui, on n'a jamais reçu, nous, autant de lettres de téléspectateurs qui tout à coup se disaient « mais il se passe quelque chose. La littérature rentre, la poésie traverse un studio. » Parce qu'il sait choisir les mots, parce qu'il y avait les yeux de Charles aussi. On peut dire un mot des yeux de Charles? C'est quelque chose aussi, les yeux de quelqu'un. Ça vous apprend tout de suite s'il vous écoute ou s'il fanfaronne. Vous le voyez bien. Celui qui a les yeux qui pétillent, bon, il baratine. Mais celui qui a les yeux qui pétillent et les yeux qui écoutent, il avait un regard extraordinairement perçant qui préparait le mot juste. Ça m'a toujours épaté, étonné. Oui, il y avait aussi une chose. Charles Juliet, on disait souvent, mais vous n'allez quand même pas inviter Charles Juliet à la télévision. C'est ça que vous voulez que je vous raconte. Dans votre équipe, il pouvait se trouver des gens pour craindre un petit peu l'austérité du personnage. Et donc les effets de l'austérité sur l'audimat, employons les mots. Or vous m'aviez dit non, en fait, jamais. Non, alors d'abord, c'est pas dans mon équipe, parce que j'ai des gens bien dans mon équipe, j'ai des bons lecteurs autour de moi, je ne les recrute que sur ce critère. Aimez-vous Charles Juliet? J'aurais dû d'ailleurs. Non, c'est pas tellement dans mon équipe, c'est comme toujours. La peur, voilà. Qui a peur? Mais les gens qui ont peur sont ceux qui ne lisent pas. Donc c'est pas les téléspectateurs de l'émission, c'est pas ceux qui m'aident à la préparer. Non, c'est ceux qui font de la télé et qui se disent, mais alors déjà, faire une émission en prime time autour des livres, en plus on laisse inviter qui veut, c'est un cauchemar. Il nous sort des écrivains et puis tout à coup un écrivain qui se tait, et moi ça m'amusait énormément, évidemment, parce que c'était dans ces interstices, encore une fois, qu'arrivait l'essentiel. Alors, on m'avait beaucoup mis en garde en me disant « non, ça va pas être possible. Enfin, tu prends des risques considérables. » Et ce qui m'a le plus surpris, alors ça je n'ai pas de réponse non plus à cet autre mystère, c'est qu'en réalité, je ne trahis pas de secret en vous disant que quelques-unes des plus belles audiences, le terme est terrible, enfin prononçons-le quand même, de la Grande Librairie, ça a été avec Charles Juliet, se taisant. Mais tout comme ce fut avec Christian Bobin, écoutant, ou avec François Tcheng, prenant le temps. Et ces moments où tout à coup on arrête de faire semblant. Voilà, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas non plus de... C'était en direct, alors je rendais en retard, je me faisais engueuler, mais c'est pas grave. Voilà, il y avait quelque chose. Vous savez, alors, mes mots sont très pauvres et on vient d'entendre des mots formidables, donc je vais me taire et si vous voulez bien faire comme Frédéric, lire Charles Juliet, c'est quand même ce qu'on peut faire de mieux pour lui rendre hommage. Mais il y a 2-3 choses, vous voyez. Pour préparer, vous me demandiez aussi ce qu'on aimait,
ce qui résonne. Il y a cette phrase très simple. L'art est une religion, son but est l'élévation de la pensée. L'art est une religion, son but est l'élévation de la pensée. Et ben c'est exactement ce genre de phrase qui vous donne envie d'inviter des écrivains à un endroit qui, a priori, les met de côté, c'est-à-dire la télévision. C'est peut-être ce qui donne envie tous les jours de se lever et d'aller accomplir son métier de femme, d'homme, d'élève, d'enfant, de lycéen, de collégien, il le dit souvent, de souffrir énormément, mais en même temps de savoir que on saura le dire, et que quand on sait le dire, on souffre déjà un peu moins. Je retrouvais cette phrase aussi que j'aime beaucoup. Parce que Frédéric Boyer disait, oui, alors c'est vrai, il y a la rage, on a entendu la douceur, mais il y a l'humour aussi de Charles Juliet, non ? Il y a de temps en temps un humour indexé à l'extrême souffrance, à la lucidité. Et c'est cette idée que la lucidité, c'est peut-être la blessure la plus proche du soleil, comme disait l'autre. Et que voilà, il y a ça que j'aime bien, tiens, je crois que c'est dans un des jours, dans Gratitude. Quand j'étais jeune, j'étais vieux, rongé par le travail qui s'opérait en moi, et vivre m'était une épreuve. Devenu vieux, et dans le même temps devenu jeune, je connais le bonheur de vivre. L'énergie abonde, et chaque jour est abordé avec un bel appétit. Désormais, je vais tenir le plus grand compte de cette injonction qui me vient du Talmud. Il est interdit d'être vieux. Je crois que pour comprendre une phrase comme ça, pour y trouver de l'humour, il faut se souvenir de la rage, il faut se souvenir de la mère morte, il faut se souvenir des mensonges, il faut se souvenir de la solitude, du froid, de l'incompréhension, de la difficulté à trouver les mots justes. Il y a des choses aussi qui sont un peu folles. Et lire Charles Juliet, c'est aussi très dangereux, Arnaud. C'est très 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 dangereux. C'est-à-dire que ça vous fait vaciller, ça vous désaxe. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on demande à la littérature et aux grands écrivains. Par exemple, quand vous lisez ces phrases, cette capacité que nous avons à nous renouveler, à faire place nette, à oublier ce qui a pu nous abîmer, nous amoindrir. Quand le désir surgit, l'étonnant est que nous pouvons être entièrement neufs, aptes à vivre avec avidité l'instant qui se présente. Porter un masque, chercher à paraître autre que je ne suis, m'identifier à un personnage inventé dans la vie ou en écrivant, dans le but plus ou moins conscient de m'illusionner sur moi et d'abuser autrui. Franchement, aujourd'hui, je peux affirmer que je n'ai jamais éprouvé pareille tentation. Alors ça, vous voyez, quand vous tombez dessus, vous vous dites, est-ce qu'on peut continuer à porter le masque ? En fait, non. C'est la question que j'allais vous poser. Il y a quelque chose de très puissant aussi dans cette écriture et dans ce qu'on a pu entendre à la radio ou à la télévision de Charles Juliet, c'est qu'il y a un refus absolu d'écrire autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que parfois l'écriture, c'est une manière de montrer une image de soi, une bonne image de soi. Or, chez Charles Juliet, il y a le refus absolu de ça et il y a, au contraire, la volonté d'être au plus près de sa vérité d'homme. Voilà. D'ailleurs, que ça lui... peu importe ce que ça produit comme image. Je me souviens d'une note de journal où il s'insurge contre je ne sais plus qui, et qui dit mais enfin, moi aussi je suis un artiste. Enfin, tout à coup, l'ego contre lequel il s'est beaucoup battu, 15 ans, 20 ans plus tard, dans cette note rejaillit. Moi aussi je suis un artiste. Il a besoin de se le réaffirmer et il n'est pas soucieux de son image. Il est soucieux d'être au plus près de lui-même. Non, et c'est ça qui était touchant à la télévision, c'est que son image l'intéressait assez peu, somme toute. Non, ce qui l'intéressait, la peur que lui avait, je ne crois pas que ce soit le mot peur d'ailleurs, c'est pas le mot juste, précisons. Je ne crois pas qu'il avait peur. En revanche, la télévision est l'endroit où malheureusement, contrairement à un texte, vous lâchez parfois un mot qui n'est pas le mot juste. Et pour Charles, c'était une crucifixion. Qu'un mot puisse être loin de ce qu'il pensait, alors ça signifiait même, je crois, un échec.
Et heureusement, quelque part, parce que tout son travail consiste à trouver le mot juste, prendre du temps. Ce qui est génial dans le journal, que je tiens moi pour être vraiment son grand œuvre, évidemment il y a Lambeau, il y a l'année de l'éveil, mais le journal c'est inouï, c'est un monument de la littérature. Ce qui est formidable dans le journal, c'est que c'est un petit peu comme un astrophysicien, Charles Juliet, c'est-à-dire qu'il observe une étoile qui est morte il y a très longtemps mais qui brille encore et qui s'appelle Charles Juliet. Il écrit en 2008 sur l'année 1992. Il écrit en 2006 sur l'année 1975, imaginez un peu. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a les notes, etc. Oui, mais il y a plus que les notes. Il y a la manière dont la mémoire permet à la note d'être juste. Et ça, c'est prodigieux. Et, évidemment, vous allez me dire que chacun tire, et je crois que c'est ça qui est formidable avec les grands écrivains, c'est qu'on a chacun le sien, en réalité. Il n'y a pas, je crois, de vérité. Je me méfie beaucoup de cette notion de critique littéraire, que je ne suis pas, à Dieu ne plaise, s'il existe, ou de prof, et c'est très bien qu'on en ait, mais la vérité d'un homme, la vérité d'une œuvre, c'est ce que vous décidez qu'elle soit, c'est la manière dont vous le lisez, dont vous le prenez avec vous. Mais moi, il me semble que Charles Juliet, en fait, est le frère de Montaigne. Voilà. C'est quelqu'un qui pense que la plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Ça passe par une éducation, ça passe par du temps, ça passe par le refus des conventions et le refus également des poses, de ne pas faire semblant, de plus porter le masque, d'oublier l'ego. Bon. Il y a aussi une chose qu'on oublie, qu'on dit peu, mais ce qui m'a toujours frappé à la lecture du journal, c'était de voir à quel point Charles Juliet s'intéressait à son temps. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on laisse croire qu'il s'agit d'un autobiographe, ou de quelqu'un qui se complaît dans la contemplation de ses blessures. Pas du tout, loin de là. C'est quelqu'un qui s'intéresse à toutes les tragédies, les petites et les grandes, celles des gens qu'il croise, mais aussi les tragédies de son temps. Et alors au début, il écrit un peu à contre-temps. Par exemple, il n'y a rien sur mai 68. Mais plus tard, il écrit beaucoup plus en phase avec l'actualité. Donc ça, c'est une évolution aussi chez lui. Lorsqu'il y a eu ce tsunami très important qui a emporté un jour de Noël il y a quelques années des milliers de personnes en Asie du Sud-Est, il écrit dessus là le lendemain. Ouais, c'est très étonnant. Ça. Oui, et en même temps, il a ce recul, et je trouve ça admirable, cette force de ne pas céder aux sirènes de l'écriture immédiate, d'écrire immédiatement sur les choses. Parfois, nous en avons besoin. Je suis le premier à dire, en tant que journaliste, que j'aimerais qu'il y ait plus d'écrivains dans les journaux et un petit peu moins de journalistes sur les plateaux. Ce serait mieux quand même, non? Ah bah merci. Oui, bien d'accord. Mais je me souviens, par exemple, qu'à une époque, j'ai commis un journal qui s'appelait America. L'ambition était de raconter le règne de Trump, mais uniquement par la plume des écrivains américains et quelques écrivains français. Pas de journalistes. Très peu. Les journalistes font ce qu'ils ont à faire, ils mettent des chiffres dans une colonne, et les mots, on les laisse aux écrivains. Charles a toujours refusé. Et pourtant, je savais qu'il aimait la littérature américaine. C'est lui qui... On entendra tout à l'heure Rodolphe Barry. Une anecdote très, très intéressante, je l'apprenais tout à l'heure à Rodolphe. En fait, un jour après l'émission, il me dit « Ah, vous qui aimez tant la littérature américaine, il y a un très beau livre sur Carver qui vient de paraître. » Et je venais de le lire. Je dis « Ah oui, ça s'appelle Devenir Carver, c'est ça ?» Il me fait « Ah bah oui, ça, c'était le livre de Rodolphe Barry. » Mais vous voyez, il y avait à la fois la générosité de parler du livre d'un autre et de retrouver quelqu'un sur le terrain qui l'intéresse, postule-t-il, la littérature américaine. Mais je connaissais son attrait pour la littérature américaine et il m'a toujours dit non, je ne peux pas écrire sur les événements. Mais dans le journal, il y a des choses, non pas sur l'événement, mais sur la façon dont on le pense. Cette phrase, par exemple, page 84, dans le tome 9 du journal. « Mais que signifie penser si l'on ne veut rien savoir des tragédies de son temps ?» Alors, pardonnez-moi, je vais la redire, parce qu'il y a des gens, et je pense que ça l'aurait horripilé, qui aujourd'hui monnaient, marchandent, sortent cet abominable « oui, mais » autour d'un écrivain qu'on a acheté en prison il n'y a pas très longtemps, et vous me permettrez de dire son nom ce soir, parce que Charles aurait souhaité, je pense, l'entendre, qui s'appelle Boualem Sansal. Quand je lis cette phrase, « Mais que signifie penser si l'on ne veut rien savoir des tragédies de son temps ?» Mais
voyez, d'une phrase, d'une question, c'est pas une affirmation, d'une question, Charles Juliet désamorce tous les oui mais qu'on a pu entendre. Bah voilà, oui mais, vous savez, dans oui mais, on entend d'abord mais, évidemment. Mais surtout, on ne pense plus. Et la force du journal, c'est ça. C'est que, non, il n'y a rien, vous avez raison sur mai 68, mais il y a une réflexion sur la jeunesse. Il n'y a certainement pas grand-chose sur l'Irak. Et il y a sur la guerre après le 11 septembre des propos foudroyants. Absolument. Sur le besoin de guerre, sur la paix, etc. Donc c'est une façon, je trouve, qui nous élève, qui nous aide énormément. C'est-à-dire qu'on n'a pas un commentateur. On a quelqu'un qui met la littérature là où il pense qu'elle doit être. C'est-à-dire d'abord dans le questionnement. C'est fascinant. Alors je reprenais là aussi le journal, c'est incroyable le nombre de questions qu'il pose. En fait, il est beaucoup plus journaliste que tous les journalistes. Voilà quelqu'un qui, au lieu de donner des affirmations, pose des questions, il questionne le monde. Et c'est en ça que c'est le petit-fils de Montaigne. Voyez-vous ? Merci beaucoup. Est-ce que je peux lire un poème très court ? Allez-y, un dernier poème. Ah, que... Je vais rendre l'antenne trop tard. Je vous le donne à lire, Anne. Alors, je l'adore celui-là. Je l'adore parce qu'il s'intitule « À une lycéenne ». Et c'est la réponse qu'il fait, il le commente dans le journal, à une jeune fille qui lui demande comment écrire. Si tu veux écrire un poème, surtout, ne cherche pas à faire de la poésie. Laisse-toi simplement traverser par les mots qui te viennent, ce que tu sens, ce que tu ressens. Cette brume qui veut prendre corps, laisse-la s'épancher sur la page. Surtout, n'enjolive pas ce qui t'est donné. Tiens-toi au plus intime, au plus vrai de toi-même. Et les vers apparus deviendront ces pépites que les chercheurs de vie aiment à trouver au creux de leur tamis. Merci François Bunel, merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'accueillir Fabienne Verdier qui va lire sur scène un hommage à Charles. Fabienne, tout le monde a en tête l'incroyable chemin que vous avez accompli seul en Chine dans les années 80 pour vous former auprès de maîtres calligraphes. Vous êtes devenue une artiste mondialement connue. Charles, l'ami des peintres, ne pouvait que croiser votre chemin. Vous avez tous deux concocté un très beau petit livre qui s'appelle « Entretien avec Fabienne Verdier », paru en 2007 aux éditions Albin Michel. On vous écoute. Bonsoir. C'est justement à la Maison de la Poésie que nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec Charles. Notre histoire a donc commencé ici, en 2006. Et je suis très, très émue ce soir de pouvoir participer à cet hommage. Depuis cette première rencontre, j'ai eu la chance d'accueillir Charles à l'atelier à de nombreuses reprises. Ces visites ont chaque fois été un immense encouragement. Charles parlait de la peinture avec une infinie délicatesse. C'est en partie grâce à lui que j'ai eu le privilège de rencontrer Jean Frémont et de rentrer ainsi à la Galerie Lelon. Pour évoquer la mémoire de Charles, il faudrait le faire à bas bruit, parler à voix assez basse, avec des mots choisis, des mots précis, des mots simples, dont il avait le secret dans nos échanges, comme dans ses ouvrages. Comment lui rendre hommage ? Je me souviens que les compliments l'embarrassaient. Vous vous rappelez peut-être que quand on le félicitait, ses deux sourcils broussailleux se relevaient, qu'il inclinait légèrement la tête vers la gauche, abaissait une de ses épaules et répondait d'une voix douce « Je ne sais pas trop, peut-être », et un joli sourire se dessinait sur son visage. Pour Charles, les qualités essentielles étaient l'humilité, la modestie, le souhait de ne jamais, jamais vous déranger. Il considérait que les choses ne se livrent que subrepticement, par une approche à pas feutrée. Pour évoquer la mémoire de Charles, j'aimerais vous raconter 2 moments intenses vécus dans sa maison de Jujurieux, dans l'Ain, et dans son appartement de la rue Victor Hugo, à Lyon. Le premier concerne ses manuscrits.
En 2010, nous avions perçu, avec Guilain, mon mari, que Charles était soucieux de transmettre ses manuscrits à une institution qui pourrait les acquérir pour les conserver et les rendre ensuite accessibles au plus grand nombre. Nous avons contacté la Fondation Martin Bodmer et avec l'aide d'un des membres de son conseil, M. Yves Oltramar, ce projet d'acquisition a pu se concrétiser. À l'été 2009, nous sommes allés dans la petite maison qui bordait la place de l'église de Jujurieux. Charles avait préparé les manuscrits qu'il souhaitait céder. Je me souviendrai longtemps de la poésie des cahiers cartonnés et des pochettes à élastique de différentes couleurs disposées sur la toile cirée de la table de la salle à manger. Il avait rassemblé les 2 versions successives de l'année de l'éveil. Il faut imaginer une pochette cartonnée à rabat de couleur jaune mirabelle. Les rubans quadricolores élastiques, sertis dans 2 rivets métalliques, encadraient le titre de cette pochette sur laquelle était indiqué à l'encre noire, avec la belle écriture de Charles, première version de l'année de l'éveil, 6 janvier 1987 à Tübingen, 30 juin 1988 à Lyon. En ouvrant la pochette, on découvrait 150 pages manuscrites. Charles avait l'habitude de travailler sur des blocs de papier velin lignés par de fins traits bleus. Pour ne point gâcher de papier, il écrivait au recto et au verso de chaque feuille au stylo plume avec des cartouches d'encre bleu roi. La seconde version, également écrite à la main à l'encre bleue, amendait la première et comprenait 120 pages. Le manuscrit de Lambeau était aussi posé sur la table, dans une pochette bleue aux élastiques noirs et contenait, là aussi, 2 versions successives. Les 22 premières pages avaient été écrites en 83 à Lyon et la suite, environ 100 pages, 12 ans plus tard, en 95. La seconde version datait de cette même année. Nous avions donc sous les yeux ce manuscrit patiemment réécrit, raturé, amendé, qui deviendrait le succès que l'on connaît, avec plus de 400 000 exemplaires vendus depuis la première édition chez POL en 1995. Un peu plus tard, pendant cet après-midi d'été, après une petite pause dans le jardin derrière la maison, Charles était monté au grenier pour aller chercher les cahiers de son journal. Nous avions, avec Emel, retiré la toile cirée et Charles avait disposé sur la table en pin les 8 premiers cahiers de son journal. Par la suite, il a tenu son journal sur des feuilles volantes qu'il rassemblait dans des classeurs. Le premier cahier de 100 pages, écrit à l'encre noire, commence le 26 décembre 1956 et s'achève le 19 mars 1957. J'avais été émerveillée par ces cahiers qui comportaient de très nombreuses ratures et je me souviens que Charles m'avait dit « Ces ratures reflètent la confusion dans laquelle je me trouvais. C'est la raison pour laquelle je les ai ensuite tous recopiés à la main pour pouvoir les faire dactylographier. » Ensuite, il nous disait « Pour me présenter à la Fondation Bodmer, vous direz juste que je suis né en 1934. À l'âge de 3 mois, j'ai été accueilli dans une famille de paysans suisses vivant en France. À 12 ans, j'intègre une école militaire où je serai enfant de troupe jusqu'à l'âge de 20 ans, puis j'entre pour 3 ans à l'école du service de santé militaire, où j'entreprends des études de médecine. À 23 ans, je parviens à me libérer de mes obligations militaires pour me consacrer exclusivement à l'écriture. Dites-leur aussi que c'est grâce à l'appui de mon épouse Emel que j'ai pu écrire pendant plusieurs années sans rien publier avant 44 ans. Le second moment que j'aimerais évoquer ce soir avec vous concerne ses lectures. Nous lui avions rendu visite à Lyon, avenue Victor Hugo, pour évoquer notre projet d'entretien sur la peinture. Alors que je propose à Emel de l'aider pour préparer le thé,
Charles se lève, me barre la route et me dit le plus gentiment du monde de ne surtout pas aller dans la cuisine, car on ne peut plus y entrer à deux. Tous les placards sont remplis de livres et Emelle est fort embarrassée d'avoir aussi consacré la cuisine au rangement des livres. Charles lisait avec une précision remarquable. Il soulignait à la règle les passages qui le marquaient, d'un ou deux traits, parfois avec des couleurs différentes, suivant qu'il lisait ou relisait à quelques mois ou quelques années d'intervalle le même livre. J'espère un jour que ces livres, si délicatement soulignés, pourront un jour être regroupés dans une bibliothèque. Nous l'avons énormément encouragé à publier le recueil de ses lectures. C'est ce projet qui est devenu Ces mots qui nourrissent et qui apaisent, paru chez POL en 2008, et dont nous avons eu le plaisir de tirer une édition sur verger blanc 120 grammes. Pour évoquer ces lectures, laissons-le nous dire quelques mots extraits de la préface de cet ouvrage. Quand j'ai découvert l'étendue de mon ignorance et de mon manque de culture, une faim de savoir littéralement dévorante s'est emparée de moi et ne m'a plus lâchée. Mais je n'avais aucune idée de ce vers quoi j'allais. Pris de boulimie, j'ai alors ingéré de nombreux livres. Au début, je n'ai pas relevé les phrases qui me touchaient au vif, me révélaient à moi-même, me désignaient le chemin où j'avais à m'engager. Elles se gravaient instantanément en moi et ne me quittaient plus. Ce n'est que par la suite que je me suis attachée à prélever dans chaque livre quelques phrases qui me faisaient signe. Que fait-on de ce qu'on sait ? Que fait-on de ce que la vie dépose en nous au fur et à mesure que passent les années ? Et moi, qu'allais-je faire de ces cahiers ? Allait-il disparaître avec moi alors que s'était concentré en eux la quintessence de ce que j'avais glané dans des dizaines, des centaines de livres ? Les richesses que des décennies de réflexion, de méditation, de travail, de lecture, de rencontres avaient amassées dans mes réduits, allais-je les garder pour moi ? Mais écrire, n'est-ce pas vouloir communiquer, échanger, offrir à autrui un peu de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu ? À quoi bon tout le travail accompli s'il ne doit pas rejoindre ceux qui cherchent avidement dans les livres ce dont ils ont faim ? Ces phrases et textes livrés ici en désordre, je les vois comme répartis à la périphérie d'un cercle dont ils indiquent le centre. En différentes circonstances, j'ai reçu les confidences d'hommes et de femmes qui ont profondément souffert d'avoir manqué de temps pour lire, écrire, être plus attentifs à leur vie intérieure. C'est à eux que j'offre en priorité ces mots, dans lesquels j'ai puisé énergie et lumière. Quand on parlait avec Charles au téléphone, l'échange se terminait toujours par un inimitable, lent et très affectueux « Au revoir ». Un grand merci à vous, Fabienne. Nous allons maintenant retrouver Anne de Boissy pour un troisième et dernier temps de lecture autour des poèmes de Charles. Et juste après, nous retrouverons notre dernier invité, Rodolphe Barry. D'abord, extrait du recueil Fouille. Il y eut trop de mots, d'errance, d'échec, épuisement. La voix se tait. J'agonise au cœur d'une pierre.
Une fois encore, c'est la nuit. Décroché du temps, tu gis au plus âpre de cette heure mauvaise. Toi à l'affût, et des mots, des bribes, un poème qui s'ébauche. Toi à l'approche du festin, quand tu te tiens au plus près, vas enfin déterrer ce qui pourra t'assouvir. Toi hissé au plus haut, puis ce blanc, cette rupture, et tout s'estompe, t'échappe. Puis d'autres images plus circonstancielles de ta vie d'attente et de creusement. Puis de nouveau cette angoisse nue, intolérable. Tu mesures ta solitude, te sens inutile, dois une fois encore affronter fatigue et détresse. Mais à tes côtés, et elle est toute la vie. Combien gravement et de tout ton être tu savoures ce bonheur que la précarité de ton existence aurait pu te refuser. Cette femme qui dort calmement, respire et en cet instant dialogue avec toi. Dans le vaste, le solitaire silence de la nuit, le soudain grondement des hautes lames déchaînées, courant, me multipliant, renforçant, rehaussant mes digues, consolidant mes appuis, affermissant mon sol, mes prises, mon œil, alors que tout craque, cède, que je suis fait comme un rat. Que comprendre? Comment rendre compte? Parfois c'est le dégoût, la détresse, cette fureur du sang parce que tout avorte, que chaque effort est vain, que rien n'échappe à la faux. Ou parfois c'est cette vénération, cette joie jubilante, cette suffocante lumière. Et chaque visage m'émeut alors jusqu'aux larmes. Ta vie morte sur les bras, tu ne savais que faire, où aller, et tu allais sans savoir où. Et il t'apparaissait que tu tournais en rond, égarais ta vie chaque jour un peu plus, incapable de pressentir où te guidaient tes pas. Les yeux fermés, tu marchais vers cet instant ineffaçable, cet instant où le regard s'inverse, fouille l'œil dont il émane. Arraché à la grotte, coupé de la terre par la soif, de la main par le doute, du verbe par les mots, coupé de nous-mêmes par l'œil insatiable, tant de fois orphelins, et nous cherchons la mer. Cette instance qui te sape, t'érige, te maintient au combat, qui t'émonde et t'affûte, te lance en avant ou te laisse hébéter sur le bord du chemin. Ne doute pas, ne doute plus. Va ton
non-chemin en silence. Rends-toi sourd et aveugle pour mieux assurer ton pas. Et de temps à autre, fais halte en un poème où s'accomplit la convergence. Et puis 2 poèmes choisis dans ce pays du silence. Ma voix ne peut rien contre ce brouhaha qui nous assourdit, nous expulse de nous-mêmes, nous laisse hébétés. Mais si faible et impuissante qu'elle soit, je voudrais tant pouvoir la prêter aux humiliés de la parole. Si longtemps, j'ai été l'un d'eux. Tu as erré par les rues mortes de la ville endormie et tu reviens harassé, perdu, ne croyant plus à l'amour. Tu t'es effondré dans un angle de la pièce et tu gis là, vidé de toute force, incapable d'un geste, d'un sourire, d'une parole. Ton regard qui se dérobe et qui renonce. La peur en nous deux que tout soit fini. Ce lourd silence qui nous englue et auquel je crains de ne savoir m'arracher. Mais je m'insurge et la nuit durant, à voix lente et obstinée, résolue à te convaincre, je me bats, te donne mes mots, mon souffle, t'offre en partage ce qu'entretient en moi la quête où tu me sais engagé. La pierre de mes mots pour te redresser, te reconstruire, reconstituer le chemin où pouvoir à nouveau se retrouver. À l'aube, ton visage défait qui reprend vie dans la douceur de mes mains. Merci Anne. Nous allons recevoir notre dernier invité, Rodolphe Bary. Rodolphe, merci de bien vouloir nous rejoindre à votre tour sur scène. C'est vous qui allez fermer la marche de ces petits entretiens. Vous qui avez noué une amitié avec Charles de plus de 30 ans. Comme pour bon nombre de ses lecteurs, sa découverte a été pour vous un choc. C'était en 1992, dans une bibliothèque de quartier du 20e arrondissement de Paris. Vous aviez 23 ans et votre vie s'en est trouvée bouleversée. Vous êtes devenu écrivain, vous avez consacré un ouvrage à Charles Julier en son parcours, qui est là et que vous retrouverez à la sortie de cette salle. Et puis vous avez aussi tourné ce film « Libre le chemin » dont nous avons vu un extrait tout à l'heure et dont la plupart de ces images sont extraites. Vous êtes écrivain, vous avez écrit sur Raymond Carver, sur James Hadji, l'auteur de Louons maintenant les grands hommes, des écrivains dont l'œuvre a fortement marqué Charles. Ce n'est sans doute pas un hasard. Et votre dernier livre est paru en 2022, il s'intitule « Une lune tatouée sur la main gauche » et il est consacré à l'acteur, musicien et écrivain américain Sam Shepard. Ce livre vous a valu le prix de la littérature du réel. Rodolphe, racontez-nous. En 1992, dans cette librairie de quartier, vous tombez sur le journal 1, le tome 1 du journal de Charles Julier. Qu'est-ce qui tout à coup vient vous percuter ? Bonsoir à tous et à toutes. Ce qui me percute, c'est peut-être la première phrase de ce journal, où Charles annonce qu'il va arrêter ses études de médecine pour se consacrer à l'écriture. Et qu'il y a une force de persuasion dans cette phrase, il est décidé et ça ne sera pas autrement. Et peut-être que j'ai trouvé là les mots que je ne pouvais pas prononcer moi-même et qu'il les a dit pour moi, parce que je vivais peut-être une même chose. Je n'avais pas le courage de les écrire et de les dire. Ouais.
Alors, on lit parfois des auteurs qui nous impressionnent très fortement et qui nous accompagnent dans la vie. Il se trouve que Charles, vous avez très vite ressenti le besoin de lui écrire et de le rencontrer. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut-être autorisé un certain nombre de ses lecteurs à solliciter cela auprès de Charles? Je ne sais pas, je peux parler que pour moi. Je pense que je lui ai écrit par inconscience en partie et surtout par nécessité pour lui dire combien ce qu'il écrivait était important pour moi, m'avait construit, m'avait nourri. J'entendais là une parole essentielle et je voulais déjà d'abord le remercier pour ça. C'était la première fois, j'étais très jeune et c'était la première fois que j'écrivais à un écrivain. Ça me paraissait déjà un exploit. Et je crois qu'il l'a très vite compris parce que lui-même, à cet âge-là ou un peu plus tard, avait eu cette démarche. Donc il était à même de comprendre ce qui pouvait se passer chez moi et d'avoir une sorte de bienveillance comme ça. Lui-même avait écrit a été la rencontrer Bram Van Velde alors que... Et Samuel Beckett. Samuel Beckett un peu plus tard. Ouais. Et puis beaucoup d'autres, Maxime Descombes. Enfin, Ouais. il a fait énormément de rencontres et il comprenait très très bien cette démarche. Parce que je crois que j'avais besoin de me faire confirmer des intuitions. Et il a compris ça parce qu'il avait vécu la même chose. Et c'est pour ça qu'il a tout de suite compris et accepté de me rencontrer. Et de là est né un échange et une amitié forte et assez rapide finalement, parce que la première fois que je l'ai vu, on ne se connaissait pas et on a passé une journée ensemble qui était forte pour moi en émotion. Et j'habitais loin de Lyon et le soir, il m'a appelé pour savoir si j'étais bien rentré. Et on a encore parlé 2 heures au téléphone. Et il m'a rappelé le lendemain matin pour être sûr que j'étais quand même bien rentré. Et le surlendemain, j'ai reçu des livres, des petits tirages que je n'avais pas les moyens de m'offrir et j'avais donné quelques titres et il les avait entendus. Et évidemment qu'il avait tout de suite envoyé ça. Et alors une très belle histoire s'est développée entre vous. Vous êtes souvent allés chez lui. Parlez-nous un petit peu du Charles qui va au-delà de l'image qu'on peut en avoir avec cet auteur qui a une forme de gravité, d'austérité, de retenue et en même temps de douceur dans sa relation aux autres. Mais vous n'avez pas fait que ça avec lui. Vous avez regardé des matchs de rugby aussi. Bien sûr. L'austérité, moi, je la connais pas. Je pense à une exigence. Austérité. Il y avait une grande timidité chez lui qui était parfois pris pour de l'austérité. Il était resté un petit peu le petit garçon. Et il n'avait pas toujours confiance en lui, malgré tout. On le voit ici avec Bram Van Velde, justement. Ouais. On l'entend d'ailleurs parce que ce sont des entretiens qui sont passés à la radio et on l'entend poser des questions à Bram Van Velde et il est très timide, quoi. Et oui, donc dans la vie, il n'y avait pas d'austérité du tout. Oui, des moments de vie, du quotidien, des vacances, des voyages, des matchs de foot. Enfin, je n'ai jamais eu cette vision-là de Charles. Non, pleinement dans la vie. Tourné vers le silence, mais ce n'est pas du tout une austérité pour moi. Je pense qu'on a aussi échangé en silence et il savait très bien que on ne peut pas échanger avant de s'être tués ensemble, véritablement. Et puis vous vient le désir et le projet de faire ce film et ce livre. Quelle aventure ça a été pour vous ensemble? Je crois que pour le livre, vous avez passé 1 semaine ensemble. Pour le tournage du film, oui. C'est venu naturellement parce qu'on était déjà amis depuis des années. Et quand j'ai eu cette idée, quand ça a pu se réaliser, on était complices et on savait très bien que ce serait déjà l'occasion de passer du temps ensemble. Et lui-même était, à cette époque, il avait une 60aine d'années, 65 ans, il était
je dirais, dans la pleine possession de ses moyens. Il avait écrit Lambeau, il était libéré, affranchi de tout ce qui avait pu peser sur lui. Et il y avait un horizon qui s'ouvrait. Il avait plaisir à avoir une vision globale de son parcours. Et cette semaine, ça a été un tournage de rêve, 7 jours à Jurieu, à Lyon, où il s'est livré complètement. Bon, il a donné tout ce qu'il a pu généreusement. Il en était très très content parce que il était bien, c'était le moment pour lui. Et il m'a toujours dit, ce livre pour moi, ce film qui est devenu un livre, parce que c'était un film, un documentaire de 52 minutes, et en même temps on avait 20 heures de rush, d'entretien de très très haut niveau. On ne voulait pas les laisser perdre, c'était dommage, donc on en a fait un livre. Mais pour lui, il avait dit là, gravé là quelque chose de définitif, la vision la plus claire qu'il a eue sur son parcours. Et même 15-20 ans après, jusque peu, il était très très fier de ce livre, en sachant qu'il avait gravé là, voilà, tout son parcours, pas des extraits, pas des moments, mais vraiment l'intégralité de son parcours était donnée dans ce livre. Donc il en était très content. Et alors cette proximité que vous avez eue, amicale avant tout, évidemment, et toutes ces discussions que vous avez eues, vous, en tant qu'écrivain, on peut se demander en quoi ou si l'écriture de Charles a influé sur la vôtre. Et on en a un petit peu parlé ensemble, et puis vous me disiez, mais en fait, voilà, la première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas être dans l'imitation. Il faut trouver sa voix. Et au contact de Charles, vous avez trouvé la vôtre. Qu'est-ce qui a pu vous y aider ? Bien, c'est toute l'œuvre de Charles qui parlait avant tout de ça, c'est de trouver son propre chemin, sa propre voie, s'affranchir des influences, même si elles peuvent nous nourrir un moment, nous aider, nous accompagner. Mais il faut aussi trouver après son propre rythme, sa propre voie. Et pour ça, ça demande un travail de connaissance, de forage en soi pour trouver ce qu'on est le seul à pouvoir dire et ne pas répéter ce qui a déjà été dit, avoir à travers notre propre sensibilité, notre propre histoire, trouver ce qu'on est le seul à pouvoir dire. Encourager à ça. Alors je vais terminer notre petit échange par la lecture, si vous m'y autorisez, très très courte, des toutes dernières lignes du livre. Charles Julier s'est éteint le 26 juillet 2024, au cœur de l'été. Nous avions échangé au téléphone quelque temps plus tôt. Il se réjouissait de la parution de ce petit livre. Ces derniers mots n'ont pas fini de résonner en moi. Charles était source de lumière, d'amour et de force. Le monde n'est plus le même. Il va falloir respirer sans lui. Il va falloir respirer sans lui, c'est peut-être ce que nous commençons à faire ensemble, Rodolphe, ce soir. Il est des absences terribles, mais il en est d'autres qui laissent place au dialogue, au partage et à un certain déploiement intérieur. Merci. Merci à vous. Alors, notre soirée touche à sa fin, mais je vous propose, avant de se quitter, d'écouter Charles lire lui-même un extrait de Lambeau. Ce dimanche-là, quand tu le rejoins, le tonnerre gronde et il règne une lumière de crépuscule. Mais tu aimes cette pénombre qui rend le lieu plus secret, incite à baisser la voix, vous fait désirer être plus intime. Tu as apporté le cahier sur lequel tu transcris de temps à autre ces paroles qui se murmurent en toi. Mais tu ne sais encore si tu oseras le lui montrer. Tu le tiens caché dans un petit sac et tu ne l'en tireras que si l'occasion s'y prête. La peur qu'il se moque de toi relève des fautes d'orthographe, bute sur des phrases mal construites. Il ne te connaît guère, et tu voudrais qu'il lise quelques pages, découvre un peu qui tu es. À 2 ou 3 reprises, tu t'étais enhardi jusqu'à lui poser des questions. Celle-ci l'avait surpris et laissé songeur. Tu désires maintenant qu'il t'aide à être moins tourmenté. Il a lu tant de livres, connaît tant de choses.
il possède forcément les réponses. Le vent se déchaîne, mugit, hurle, des branches craquent et se brisent. Et après un coup de tonnerre plus violent, les nuages crèvent et la pluie tombe avec fracas. Il est anxieux, voudrait rentrer, mais tu le rassures. Il est impossible de trouver un refuge et de toute manière, vous êtes déjà trempés jusqu'aux os. Mieux vaut attendre que l'orage finisse. Soudain, il quitte ses chaussures, ôte sa chemise, et, allant et venant sur le chemin, des mèches de cheveux lui barrant le visage, il se met à chanter à tue-tête. Mais bientôt il frissonne, est secoué de tremblements, et tu dois accepter qu'il s'en aille. Avant de disparaître, il se retourne, s'efforce de sourire, et les bras à l'horizontale, il tire-bouchonne sa chemise en faisant mine de l'essorer. Toi debout au milieu du chemin, tu le regardes partir et tu es gêné de ce que ta robe, plaquée sur ta peau par la pluie, moule trop précisément tes formes. Quand tu franchis le petit pont, en arrivant au village, tu jettes ton cahier dans la rivière qui a pris une couleur terreuse. Ce jour-là, tu l'attends en vain jusqu'à la nuit. Toute la semaine, tu es rongé d'inquiétude. Le dimanche suivant, grelottante et désespérée, tu te morfonds sous la pluie et passes ces heures à envisager toutes sortes d'hypothèses. Sans doute tu l'as déçu. Il n'a pas eu le courage de t'avouer qu'il veut rompre. Il n'a pas encore eu le temps d'écrire, mais tu vas bientôt recevoir une lettre. Il l'a envoyée, mais le père l'a interceptée. Sa tante est malade et il la soigne. Ses parents l'ont rappelé et il est parti sur le champ. Il a appris qu'il avait échoué. À cause de cet échec, il traverse une période de cafard et ne veut voir personne. Tu attends, tu attends. À une ou deux reprises, il avait parlé de la Fresnaye, la maison de sa tante. Tu demandes à l'une des femmes qui travaille à Hauteville si par hasard elle connaît cette villa. Ta stupeur quand elle répond qu'il ne s'agit pas d'une villa, mais d'un sanatorium. Un jour, tu t'échappes, te rends à Hauteville, et plus morte que vive, tu te présentes au secrétariat de cet établissement. L'infirmière chef te reçoit, mais refuse de te dire quoi que ce soit. Tu expliques, insistes, cites des propos montrant que tu connais bien ce garçon. Émue par ce qu'elle lit sur ton visage, elle consent à t'apprendre que ce jeune homme, effectivement, était l'un de leurs pensionnaires. Oui, il avait une tante et en chaque fin de semaine, il allait passer 2 jours chez elle. Il y a quelque temps, il a fait preuve d'imprudence. Alors qu'un orage menaçait, il est allé se promener en forêt. Il a pris froid et a commis une autre imprudence. Au retour, au lieu de rentrer au sanatorium, il est resté chez sa tante. Une double pneumonie s'est déclarée et sa tante n'a pas réagi assez vite. Il y a 5 jours, la phtisie galopante l'a emporté. Tout le personnel en est encore bouleversé. Tu n'as rien manifesté. Tu as simplement demandé à t'asseoir un instant. Les 10 kilomètres qui séparent Hauteville de ton village, tu les as parcourus en somnambule. Lorsque tu as longé le tronc sur lequel vous restiez des heures épaule contre épaule, de ton bras replié, tu t'es caché le visage, comme pour te protéger d'un feu, d'une menace, pour ne pas voir le gouffre qui allait t'engloutir. Le soir, quand vous vous retrouvez autour de la table pour le repas, ta grande sœur comprend tout. Elle ne sait pas la mort, mais elle comprend que tout est fini. Les interminables pluies d'automne,
les nuages accrochés au flanc des montagnes, ou bien ces jours d'épais brouillards et la lumière qui semble à jamais morte. Le froid humide dans les chambres et l'hiver qui approche, la neige à déblayer, les mains crevassées par les engelures, l'ennui des mornes soirées et aucun espoir, aucun espoir. Au cours de la journée, de toute ta volonté tendue, tu te concentres sur ce à quoi s'occupent tes mains. Ne penser à rien, arrêter ce qui sans fin tourne dans la tête, simplement survivre. Encore une heure, encore un jour. La nuit, le sommeil se refuse, ce profond silence de la maison, le froid sur ton visage, lèvres scellées, yeux ouverts à attendre que vienne le sommeil, des heures de calme épouvante. Puis ce dimanche de ciel clair, cette lumière pâle veloutée, et tous ces ocres, ces bruns, ces rouges, ces oranges, ces mauves épandus sur les arbres. Mais la mélancolique beauté de cette campagne ajoute à ta souffrance. Tu te rends là où vous vous retrouviez. Il ne verra pas l'incomparable splendeur de cet automne. Le boulot est là, mais tu es trop loin de celle que tu étais pour jouer à retrouver en lui ton image. Des deux mains, tu agrippes son tronc et te mets à hurler longuement. Des hurlements sauvages, inhumains, de plus en plus rauques, qui vont s'exténuant, puis s'achèvent sur un râle qui s'étouffe dans ta gorge déchirée. Voilà, alors on n'a évidemment pas envie de poser d'autres mots derrière cela. Il me faut tout de même vous retenir une minute encore pour remercier du fond du cœur Frédéric Boyer et Jean-Paul Hirsch des éditions POL, Olivier Chaudançon, Guillaume Parra, Iris, Axel et toute l'équipe de la Maison de la Poésie, François Bunel, Rodolphe Barry, Fabienne Verdier. Un grand merci à Anne de Boissy, je vais te donner la parole. Un grand merci à Anne de Boissy pour ses magnifiques lectures parce que Anne a interrompu une tournée pour être avec nous ce soir. Qu'il me soit également permis de saluer Laure et Pierre-Yves, Geneviève, Hélène, Guillaume et sa famille, Laurence, voilà, ils se reconnaîtront. Je sais à quel point Charles a compté pour vous. Merci à toutes et tous de votre présence si chaleureuse ce soir. Que vivent en nous les mots de Charles Julier. Lisons-le, relisons-le, faisons-le découvrir. Comme le disait François Bunel tout à l'heure, c'est le meilleur hommage qu'on pourra lui rendre. Merci. Absolument. À toi le mot de la fin. C'est pas le mot de la fin, justement. Je crois que la soirée a été intitulée « En l'absence de Charles Juliet ». Il m'est revenu en mémoire une phrase, mais je ne sais plus de qui est l'auteur, qui dit « Jamais l'absent ne sera moins que le présent ».